Bonjour et exceptionnellement une petite révision d'une chronique antérieure que je ne pouvais plus laisser en place, celle concernant le tome 2 de Gun, intitulé La Vierge de Fer, dans l'édition originale publiée en ce moment par Glénat. Donc Gun, BD de Yukito Kishiro. J'avais dit des bêtises dans ma première version de cette chronique sur lesquelles il me faut donc revenir. Mais donc je fais cette fois dans l'actualité éditoriale française, avec ce deuxième tome de Gun, me dit un peu paradoxalement édition originale, qui vient tout juste là maintenant de sortir, ou ressortir d'une certaine manière. J'avais donc déjà lu tout ça, mais il y a longtemps, lors de ma première édition française du manga culte de Yukito Kishiro, dans les années 90. Lecture qui alors m'avait procuré beaucoup de plaisir, et ce souvenir émerveillé n'est certes pas pour rien dans mon acquisition maintenant de cette édition originale. En notant que celle-ci, outre une nouvelle traduction que je ne me sens toujours pas de juger, est essentiellement caractérisée, mais c'est une raison suffisante certes, par le sens de lecture japonais, distinction essentielle par rapport à la première édition française donc. Notons cependant une fois de plus ce choix d'une couverture très souple et de pages assez fines, qui m'évoque un avertissement du genre à manipuler avec précaution. Je redoutais pourtant en relisant le premier tome que ça ne passe plus aussi bien que quand j'étais un préado ou ado. Disons ado, 1995 si j'en crois Wikipédia. J'étais persuadé que c'était bien 2 ou 3 ans plus tôt, mais à tort faut croire. Sauf que si, en fait, avec peut-être un peu plus de mesure dans le propos, et la prise de conscience que tout ceci n'était pas forcément bien original, mais le plaisir était toujours là. Plaisir tenant certes avant tout à 2 dimensions essentielles de la BD, un graphisme parfait dans son genre, et un univers attrayant et riche, s'exprimant aussi bien dans la narration que dans le dit graphisme parfait. En dehors de ça, la trame était fort commune, et l'action omniprésente, un peu trop à mon goût, mais ça passait bien. Ce deuxième tome est assez différent, mais je ne suis pas bien certain de ce qu'il faut en penser. Est-ce en mieux, est-ce en moins bien? Probablement les deux à la fois en fait, pour un résultat de qualité équivalente. Avec une bizarrerie cependant, dont je me suis aussitôt rappelé qu'elle figurait déjà dans la première édition française, mais sans savoir au juste ce qu'il en est des tomes japonais. Ce deuxième tome s'ouvre en fait sur l'épisode qui aurait dû conclure le premier. On y voit en effet Gali achever son combat contre Makaku, qui continue donc après la dernière planche du tome précédent, qui semblait pourtant exprimer, sur un mode inévitablement sentencieux, la victoire de Gali. Plus que l'action ici, on en retient surtout la confession de Makaku, ou plutôt son autobiographie rapide, qui accentue les traits pathétiques du personnage en exprimant la souffrance qui l'a amené à devenir ce terrible tueur psychopathe. Le trait est forcé, mais on ne peut sans doute pas laisser Gali indifférente, et il en va sans doute de même pour le lecteur. Notons rapidement que cette discussion contient une brève remarque lapidairement explicitée plus loin dans ce tome 2, mais vraiment en passant, et qui sera sans doute d'un certain poids pour la suite des événements. Et c'est donc après ce premier épisode en forme de rattrapage que débute véritablement l'histoire propre à ce deuxième tome, avec les habituelles pages en couleur d'ailleurs, qui ne sont donc pas les premières du bouquin. À noter d'ores et déjà que ce schéma éditorial semble amener à se répéter, puisque ce tome 2 édition originale, comme son prédécesseur des années 90 en fait, j'en suis à peu près certain maintenant, se conclut cette fois carrément sur un cliffhanger, laissant entendre que la véritable fin de ce tome 2 se trouvera au début du tome 3. Et donc pas à proprement parler de fin ici, pas même de fausse fin comme dans le tome 1, rien qui fasse même illusion. Un peu bizarre tout de même. Mais si l'on met donc un peu à part ce premier épisode avec Makaku, l'essentiel de ce tome 2 est consacré à un arc narratif resserré, une intrigue courant sur l'ensemble du volume et qui, donc, exprime toute la différence entre les 2 premiers tomes, que ce soit pour le mieux ou pas, au choix du lecteur. Nous retrouvons Gali affalée dans l'herbe et abîmée dans la contemplation du ciel, même si elle s'avère se trouver dans une usine désaffectée. Elle ne sait pas ce qu'elle fait là, mais on s'en doute et on en obtient vite confirmation. Elle faisait son boulot de Hunter Warrior et, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvée sonnée. Mais c'est ainsi, comme dans un rêve, qu'elle fait la rencontre de Yugo, un jeune homme, ou garçon à ce stade, qui fait des bricoles dans Kutsutetsu, entretien et réparations diverses, ce genre de choses. Yugo aussi a un rêve, et les yeux qui brillent en permanence à cette idée qui ne le quitte jamais. D'une manière ou d'une autre, il a toujours les yeux fixés vers le ciel. C'est le projet d'une vie. Un jour, il en est certain, il ira sur Zalem, la cité mythique qui flotte majestueusement au-dessus de sa répugnante décharge.
Bien sûr, le premier volume, même sans se montrer trop explicite à ce sujet, avait bien laissé entendre, comme allant de soi, que la scission entre les deux mondes était absolue, la frontière rigoureusement hermétique. Ce deuxième tome est d'ailleurs l'occasion de mettre en avant des modalités et nuances de cette séparation. L'interdiction pour tout habitant de Kozutetsu de construire et utiliser un engin volant, et en miroir de la ville parfaite abandonnant ses détritus dans le sous-monde, littéralement de la décharge, des câbles qui convoient biens et denrées depuis le sol et ses usines qui y font la loi, à destination des privilégiés invisibles de la cité haute. Hugo n'est donc pas censé pouvoir aller sur Zalem. Il n'en est pas moins convaincu qu'il y parviendra. C'est vrai qu'il est débrouillard, le bougre. Mais quand bien même il y parviendrait, que ferait-il là-haut? Rien, si ça se trouve. Le rêve censé devenir réalité, c'est qu'il s'y rende. Il constitue à lui seul l'objectif. Peu importe si, une fois là-haut, Hugo est aussitôt réduit à la condition de clochard, au mieux. L'important, c'est de s'y rendre. Et Gali, comme de juste, fond pour le garçon. Ces grands hurons qui lui mangent son si charmant minois, sous sa coiffure toujours aussi épique, font quant à eux fondre le lecteur, sans doute. Globalement, en dehors de la couverture une nouvelle fois ratée, Gali délaisse ici ses poses de pin-up et sa bouche systématiquement quasi duckface qui me navrait vaguement dans le premier tome. Elle devient une gamine amoureuse, autrement mignonne et attendrissante. Ici, je dois forcément revenir sur la première mouture de ce compte-rendu. Quand je l'avais rédigé, c'était dans l'optique que Gali était une sorte de robot, une créature parfaitement artificielle. D'allure féminine, certes, et, était-ce instinct, programmation, conditionnement ou éducation, son apparence semblait influer sa psyché. Je dois dire que si Gali est donc bien humaine, l'histoire perd quelque peu en piquant à mes yeux. Mais il n'y a pas de si d'ailleurs. C'est le cas, elle est humaine, elle a un vrai cerveau humain, mais à culpa. Reste que la gamine aux yeux bouillants se demande, et demande à Ido, si elle peut tomber amoureuse. Ah non, plutôt non. Ça, c'est d'ores et déjà un fait acquis. C'est le lecteur qui se pose la question, surtout s'il commet ma boulette. Ido avec, éventuellement. Gali, elle, sait parfaitement ce qu'il en est. Sa vraie question est donc tout autre. Hugo, lui, pourrait-il tomber amoureux d'elle? Question qui, là encore, n'a plus le même sens, et je le crains pour un effet amoindri. Les amourettes adolescentes. Y a-t-il quoi que ce soit de plus terrible et douloureux? Citons le procureur de la République des proches françaises, parce que c'est forcément pertinent dans une chronique de manga. Certes, elle est cruelle, l'heure où l'adolescente ou l'adolescent voit son corps lui échapper et se métamorphoser en un corps étranger, velu, acnéen, plein de fesses de seins et de poils partout, alors que s'estompe l'enfance et que déjà la mort. Heure cruelle. Je l'admets, ces gamineries dites romantiques, directement issues de quelques collèges où les hormones se mettent subitement à bouillir à mesure que les formes apparaissent, auraient sans doute tout pour m'agacer de manière générale. J'assume et livrez-en le diagnostic psychanalytique que vous souhaitez. Et pourtant, non. Je crois qu'ici encore le graphisme y est pour beaucoup. Gali amoureuse est véritablement irrésistible, et Yukito Kishiro est bien plus pertinent dans sa représentation sous cette forme que sous celle du fantasme en mode automatique, cuir et forme, qui finissait par me lasser dans le premier volume. C'est certes passablement convenu, mais ça fonctionne très bien. Ceci dit, il y a quelques à côté. Gali qui ramène chez lui Hugo bourré, on verra pourquoi, et prend aussitôt sur elle de faire sa lessive, c'est... Bon. Mais cela renvoie à une autre dimension essentielle du personnage. Gali, instinctivement, ou voire plus haut, refuse que Hugo perçoive qui elle est vraiment. C'est fâcheux pour une amourette. Et si commun? Mais voilà, il ne doit pas savoir qu'elle est une Hunter Warrior, et que son visage si charmant, et son corps parfait mais d'allure si fragile, abritent une bête de combat championne de Panzerkunst. Dans mon premier compte-rendu, j'avançais donc en fait, mais en imaginant qu'il y avait là quelque chose d'assez juste, le risque que Hugo entrevoie cette réalité semblait bien plus faire peur à Gali que la possibilité ou nécessité qu'il découvre qu'elle est un robot et en rien humaine, si ce n'est dans sa psyché. Ce qui ne manquerait bien sûr pas d'arriver, et sans doute y avait-il comme une vague suspicion d'emblée. Mais dans un monde où cette dimension n'a au fond pas la moindre importance, naturellement. Là, pour le coup, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de très bien vu, à voir ce que l'auteur en ferait par la suite, s'il en faisait quelque chose. Après tout, j'avoue que mes souvenirs de lecture adolescente, de toute façon bien parcellaires, sont même plus flous à ce stade, mais carrément opaques. Mais là encore, je me trompais donc, et je le regrette un peu, et vous présente une fois de plus mes excuses. Mais les histoires d'amour finissent mal en général, hein, et encore, quand elles commencent, et quand elles commencent bien. Il n'y a pas de secret, Yukito Kishiro lâche le morceau presque aussitôt.
Dans son rêve fou, son désir irrépressible de se rendre sur Zalem, Hugo n'est certes pas étouffé par les scrupules, et il a de très mauvaises fréquentations, un certain Vector notamment, beau spécimen de mafieux retors. Le si gentil garçon s'est fait une spécialité de dérober à ses victimes leurs précieuses et ô combien rémunératrices, car impossibles à fabriquer, colonnes vertébrales. Dans ce monde où les humains sont pour partie des machines et peuvent être réparés, ça ne les tue pas. Il n'est tout de même pas un assassin, mais ça n'en fait pas moins un criminel. Inévitablement, Gali s'en rendra compte, et ses espoirs que tout puisse s'arranger d'une manière ou d'une autre s'avéreront plus vains que jamais, quand la tête du joli garçon, inévitablement, sera mise à prix, à charge pour les Hunter Warriors comme elle, de la lui trancher contre une jolie récompense. Occasion de remettre en scène un archétype du gros con, le grand, dit-il, Zapan, que Gali avait humilié dans le tome 1. On s'en doute, mais disons-le, cette trame, sentimentale au pas de bol, implique un volume nettement moins tourné vers l'action que le premier. Sans excès, Gun demeure un manga d'action, et ça se bastonne régulièrement entre ses pages, mais de manière bien moins systématique et sans doute aussi plus directe, au sens que les combats ne s'éternisent pas. D'autant sans doute que Gali, on en a eu amplement confirmation dans le premier tome, est forcément d'une classe au-dessus, tant par rapport à ses pairs que par rapport à ses proies. C'est une évolution appréciable, les scènes d'action sont très bonnes, mais qu'elles ne s'éternisent pas contribuent, paradoxalement, au dynamisme de la BD. Autre évolution notable, pour un résultat peut-être plus ambigu, Gali est plus que jamais au cœur de l'intrigue, avec Hugo. Dans leur proche périphérie figurent bien Vector et Zapan, mais pas grand monde d'autrement. Et notamment Ido est cette fois bien plus discret. Son rôle n'est pourtant pas inintéressant. Le papa de Gali n'est plus aussi possessif que dans le tome 1. Il a accepté le fait accompli. Gali est une guerrière et il n'a pas son mot à dire à ce propos. Elle vivra sa vie et fera ses choix comme une vraie personne, car elle n'a rien d'une poupée sans âme. Il n'en reste pas moins à sa manière une figure paternelle, mais sur le mode du papounet compréhensif qui est là pour accompagner Gali dans ses déboires sentimentaux, mais sans plus se montrer envahissant. Enfin, il y a l'univers, qui était à mon sens un atout marqué du premier tome. C'est toujours le cas ici, mais en mettant l'accent sur des dimensions guère abordées jusqu'alors, demeure cette impression très positive que le graphisme a au moins autant que le récit sa part dans l'exposition du contexte. Le graphisme est de toute façon une qualité fondamentale de cette BD. Dans ce deuxième tome, certains aspects de la question sont donc particulièrement affichés, et globalement pour le mieux. Gali des étoiles dans les yeux, qui fait plus que jamais fondre le lecteur sans plus jouer à la pin-up, une action moins systématique et par ailleurs plus directe, mais toujours aussi lisible, un univers qui se constitue case après case sans jamais en faire trop. Autant d'atouts qui incitent à se montrer bon prince quant à d'autres aspects d'une qualité plus ambiguë. Et jusqu'à l'essentiel, cette histoire somme toute convenue de la gamine amoureuse d'un mauvais gentil garçon. À ce stade, que la gamine en question soit une bête de combat, avec son comptant de décapitation à son actif, est d'une certaine manière secondaire, ou pas, car il y a là, bien sûr, un moteur de la narration. Je ne suis plus un collégien de longue date, et heureusement, dans cette époque reste pour moi une des pires de toutes. L'amourette collégienne de ce tome 2 avait donc tout pour m'irriter, d'autant que je ne pouvais certes pas y accoler une vague nostalgie de ma première lecture dans un contexte plus propice, c'était même tout le contraire. Et pourtant c'est bien passé, très bien même. Sans doute parce que dans sa conception et son illustration, dans tous les sens du terme, la BD est habile et sonne juste. Ça n'en fait certes pas un chef-d'œuvre, mais assurément une lecture tout ce qu'il y a de plaisante. Parfois les histoires les plus simples sont les meilleures, dit-on. Meilleur est peut-être un bien grand mot, mais avec ce tome 2, Gun s'affiche toujours comme une réussite notable en son genre. À suivre, le tome 3 édition originale est supposé sortir le 22 mars prochain. Hop,